thèse de géographie, donc elle est adaptée, hein, elle est à mon avis accessible à la lecture au grand public. Et c'est un travail pour justement un peu déconstruire l'image qu'on a de Paris, ville bourgeoise. Donc ça c'est fait, voilà, on sait, de dire d'où ça vient cette affaire-là. Et c'est vraiment un travail de géographie sociale, c'est-à-dire que l'idée c'est de travailler à plusieurs échelles, de montrer le lien entre ce qui se passe au niveau macroéconomique et même mondial sur un certain temps historique, à moyen terme, et puis ce qui se passe au niveau de la ville, de la région, comment je spécialise dans certaines activités par exemple, au détriment d'autres, et comment ensuite ça se traduit au niveau très local, du quartier, de la rue, avec des choses assez fines, puisque dans mon travail, je me suis appuyée à la fois sur des travaux statistiques, donc, qui permettent une vision un peu macro, et puis des travaux d'enquête de terrain, donc avec aussi des entretiens et des extraits d'entretiens qui rendent les choses vivantes. Donc voilà, il y a ce travail sur différentes échelles, et l'intérêt, c'est de montrer que la gentrification, donc l'embourgeoisement des quartiers populaires, c'est quelque chose d'assez complexe, avec des particularités, comme la particularité à Paris d'être plus tardive que dans des grandes villes équivalentes. C'est aussi un processus qu'on retrouve en province, mais à Paris c'est plus fort parce que c'est une ville où il y a beaucoup de cadres, où il y a une concentration de certaines activités plus forte qu'ailleurs en France. Donc de montrer les particularités de ce processus à Paris, et notamment tous les jeux d'acteurs et le rôle, moi une des questions qui m'a le plus intéressée, c'est le rôle des politiques publiques, en montrant qu'il y a eu des effets de politiques publiques, mais que ce n'est pas unilatéral, ce n'est pas un processus qui a été planifié par les pouvoirs publics. Parfois, il y a des politiques publiques qui ont freiné la chose, comme le contrôle des loyers par exemple, puis d'autres qui l'ont accéléré mais sans l'avoir vraiment voulu, et donc d'essayer d'avoir une analyse vraiment fine de quels sont les effets réels de ces politiques publiques à différentes échelles, par exemple des politiques étatiques pour toute la France et puis des politiques locales, municipales. Voilà, et du coup, ça permet d'ouvrir la question sur qu'est-ce qu'on peut faire pour freiner ce processus, faut-il le freiner ou pas, et surtout, il y avait aussi une réflexion sur qui est gagnant, qui est perdant là-dedans, puisqu'on a souvent une vision de la gentrification comme quelque chose de plutôt positif, puisque voilà, ça améliore le bâti, le paysage urbain, ça redonne vie à certains quartiers. Et j'essaie d'apporter une vision plus nuancée en montrant qu'il y a aussi des conflits d'intérêts dans ce processus. C'est difficile d'avoir un processus type, il y a beaucoup de chercheurs qui ont voulu avoir un modèle type. Alors, de fait, ce qu'on peut observer, c'est qu'à Paris, c'est assez lent par rapport à ce qui peut se passer à New York, par exemple. Ça peut se passer en 5-10 ans, disons, la transformation d'un quartier, alors que là, ça met au moins 10, 20, 30 ans. Donc c'est aussi ce qui fait que c'est parfois pas vraiment visible pour les habitants qui mettent du temps à s'en rendre compte. Et puis surtout, il y a plusieurs modalités. Bon, c'est vrai que le modèle classique, c'est cette idée il y a d'abord quelques artistes qui s'installent, quelques bars qui changent, puis la population se renouvelle, il y a des promoteurs immobiliers qui arrivent ensuite, et puis après, il y a peut-être des politiques publiques qui améliorent l'espace public, et ensuite, vraiment, tout le quartier est transformé. Mais en fait, ça se passe pas, enfin, c'est toujours des modalités un peu différentes. Parfois, ça peut quand même être une opération, par exemple, une ZAC, une zone d'aménagement concerté, donc une opération complète, planifiée par les pouvoirs publics, et du coup, c'est pas du tout les mêmes rythmes et les mêmes modalités. Et puis, ce que j'essaie de montrer aussi dans le livre, c'est qu'il y a des spécificités dans des quartiers populaires dans lesquels il y a une forte présence de population immigrée, qu'elles ont une forte capacité de résistance parce qu'elles s'adaptent à des conditions de logement très difficiles, et que du coup, là, dans ces quartiers, ça se passe un peu différemment qu'un quartier où il y avait plutôt des classes populaires françaises ou européennes et qui étaient sur le départ déjà en banlieue. Enfin, c'est pas tout à fait les mêmes logiques. Dans le livre, j'examine très précisément la politique de logement social qui est menée à Paris depuis 2001, donc depuis que la gauche est au pouvoir, en essayant de montrer à la fois ce qu'elle fait réellement, mais aussi ses limites. Et je montre que c'est vraiment par une approche géographique qu'on peut voir ses limites, parce que voilà, l'idée c'est de faire de la mixité au niveau de chaque quartier, mais en fait, du coup, on essaie de faire des logements sociaux dans les beaux quartiers, mais on en fait peu parce qu'il y a une résistance de la bourgeoisie locale. Et à l'inverse, on essaie de faire plus de logements, plus pour les classes moyennes dans les quartiers populaires. Et donc, de fait, le rapport de force, il est toujours défavorable aux classes populaires. Et au total, donc quartier par quartier, oui, il y a peut-être un peu plus de mixité. Cela dit, la gentrification en soi apporte plus de mixité, donc il faut se méfier aussi de qu'est-ce qu'il y a derrière mixité, parce que ça augmente un moment, puis après ça se restreint. Et en fait, quand on regarde en revanche les statistiques au niveau de la ville, elle réduit de façon continue. Donc, je pose cette question de l'échelle, en effet.
La géographie sociale et la sociologie urbaine sont des choses assez proches. D'ailleurs, le livre, il est classé en sociologie la plupart du temps, notamment en ce qui concerne les enquêtes. Les enquêtes de terrain, c'est vraiment très proche. En revanche, je pense que les géographes qui font de la géographie sociale font plus souvent des travaux quantitatifs, donc de l'analyse de statistiques. Les sociologues le font aussi, mais ce n'est pas des sociologues urbains. Il y a des sociologues en général qui font de la quantitative, hein, très, très sérieux. Mais en revanche, la sociologie urbaine fait beaucoup plus de l'enquête sur un quartier. Moi, ce que j'ai essayé d'apporter aussi, c'est que je n'ai pas fait une enquête dans un seul quartier, j'ai fait des enquêtes dans 3 quartiers, en plus de données statistiques à différentes échelles. Et du coup, l'idée, c'est que ce n'est pas un travail sur un quartier, comment ça se passe dans ce quartier, sans avoir d'idée de est-ce que c'est représentatif de ce qui se passe ailleurs ou est-ce que c'est spécifique. Là, j'ai essayé de faire jouer les échelles, ça c'est vraiment typiquement un travail de géographe, et du coup de montrer en quoi là c'est spécifique, mais là en revanche ça rejoint ce qui se passe ailleurs. Et, voilà. Et du coup aussi de se poser la question de l'échelle de l'intervention des pouvoirs publics. Parce que quand on travaille sur un seul quartier, on ne peut pas vraiment avoir un discours sur toute la ville.